Nous avons été endormis comme hypnotisés. Ils ont fait en sorte que nous devenions indifférents aux autres. Nous ne sommes plus bons qu'à nous focaliser sur nous-mêmes. Nous, la classe des malheureux, des défavorisés, ne cesse de grossir. La justice est raciale et les gouvernements de ce monde piétinent les droits de l'homme. Ils ont créé une société basée sur la répression. Et nous sommes complices sans le vouloir de leurs méfaits. Je m'adresse à vous, aujourd'hui, pour examiner la situation réelle en France. Mais aussi pour vous aider à faire le point avec votre propre conscience. La vérité vous rendra libre. Je suis simplement soucieux de trouver une solution pérenne à la crise que traverse notre... Je sais, je suis prêt à laisser ma vie. Parce que moi, de laisser mes enfants dans une putain de dictature de merde... Très heureux parce que nous sommes dans une période, qui n'a échappé à personne, où la dictature du quotidien est réelle. Brandissant la pandémie comme prétexte, les autorités de certains pays ont pris des mesures de sécurité sévères et adopté des mesures d'urgence pour réprimer les voix dissonantes, abolir les libertés les plus fondamentales, faire taire les médias indépendants et entraver le travail des organisations non gouvernementales. Des défenseurs des droits humains, des journalistes, des avocats, des militants et même des professionnels de la santé ont fait l'objet d'arrestations, de poursuites et de mesures d'intimidation et de surveillance pour avoir critiqué les mesures ou la manque de mesures prises pour faire face à la pandémie. Les restrictions liées à la pandémie servent d'excuse pour miner les processus électoraux, affaiblir les voix des opposants et réprimer les critiques. L'accès à des informations vitales a parfois été entravé, tandis que la désinformation mortelle a été amplifiée, y compris par quelques dirigeants. Les problèmes qui ont été créés par les hommes, je dis bien par les hommes, ne pourront être réglés que par l'humanité tout entière. Mais ces solutions ne pourront être trouvées que dans le cadre d'un partage de pouvoir et de la prise des décisions et du respect du droit de chacune et de chacun d'y participer sur un pied d'égalité. Je suis d'accord, mais vous me dites à moi, si j'invite mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Je suis prêt à laisser ma vie. Parce que moi, de laisser mes enfants dans une putain de dictature de merde, sans savoir comment j'aurais l'impression d'être quelqu'un qui, face au nazisme, aurait pris et serait parti au Brésil. Non, je veux combattre, je veux me battre et je ne lâcherai pas jusqu'à quand cette situation-là ne sera pas remise à l'état par une démocratie et le peuple au cœur de l'histoire et l'humanité au cœur du monde. You have stolen my dreams. Make our planet great again. Je ne veux plus me mentir. Non, la réflexion, elle vient d'Edgar Quinet, c'est la suivante. C'est la Révolution française a échoué parce qu'on ne peut pas faire une révolution uniquement dans la matière, il faut la faire dans les esprits. Or, on a fait la révolution essentiellement politique, mais pas la révolution morale et spirituelle. Et donc, on a laissé le moral et spirituel à l'Église catholique. Donc, il faut remplacer ça. Et d'ailleurs, l'échec de 48, où l'Église catholique, les prêtres sont venus bénir les armes, La France n'a jamais exterminé un peuple. La France n'a pas inventé la solution finale. Sont venus bénir les arbres de la liberté des révolutionnaires. C'est la preuve qu'on ne pourra jamais construire un pays de liberté avec la religion catholique. Mais comme on ne peut pas non plus acclimater le protestantisme en France, comme on l'a fait dans d'autres démocraties, il faut inventer une religion républicaine. Cette religion républicaine qui doit accompagner la révolution matérielle, mais qui est la révolution spirituelle, c'est la laïcité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pu parler au début du XXe siècle de foi laïque, de religion laïque, et que la laïcité voulait être la création d'un esprit public, d'une morale laïque, et donc l'adhésion à un certain nombre de valeurs. La création d'un esprit public, d'une morale laïque,
Et donc, l'adhésion à un certain nombre de valeurs. Et donc, je dis bien... Beaucoup de gens, et je me rends compte, là, maintenant que je fais des entretiens, ils disent, mais alors, vous voulez inventer une nouvelle religion. Ils pensent que je suis un faiseur de religion. Donc, c'est quand même compliqué, hein. En fait, il y a une tradition à la fois politique et philosophique, peut-être religieuse, qui est la suivante. C'est très simple. La Révolution française a échoué. Elle a échoué d'abord en 93, 95, donc on a le retour, l'Empire, la contre-révolution, bon. Et puis une deuxième République, 1848. Celle-ci va échouer aussi terriblement dans les journées de juin, et retour de l'Empire, etc. Les républicains exilés s'interrogent pourquoi on n'y arrive pas en France. Pourquoi on n'y arrive pas en France? Pourquoi le modèle démocratique républicain qui est le nôtre échoue? Le démocratique républicain qui est le nôtre échoue. L'histoire enquête, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon. Et ils se disent finalement on a fait une erreur, c'est que dans notre pays, l'Église catholique est conservatrice, voire réactionnaire, mais elle détient dans le fond le pouvoir spirituel, et un formidable pouvoir d'opinion et de conscience. Et nous avons échoué, nous avons fait des révolutions, mais des révolutions matérielles, des révolutions dans les intérêts, et nous avons laissé les esprits, mais aussi tout ce qui est de l'ordre charnel dans l'existence, de ritualisation, le baptême, l'enterrement, etc., être gérés par l'Église catholique. Dans un certain nombre de démocraties modernes, ils ont réussi à instaurer leur démocratie ou leur république. C'était un modèle au XIXe siècle, c'est l'Angleterre, les États-Unis, les Pays-Bas, parce qu'ils ont la religion protestante, qui est une religion qui correspond à la République, à la modernité, parce qu'elle est une religion de libre examen. Mais en France, certains ont tenté d'ailleurs des vagues de conversion au protestantisme. Eugène Sue, Jean Bobéro raconte ça très bien dans ses ouvrages. Donc ça, c'est terrifiant, parce que... le philosophe Charles Renouvier, par exemple, ça marche pas. Ce sont des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites. Donc il faut que nous inventions, pour établir la République, une spiritualité, voire une religion. Donc ça, c'est terrifiant. Voire une religion. Spécifique. Ça germe donc dans les milieux républicains, beaucoup dans les milieux francs-maçons. Ce sont des choses qui sont cachées. Francs-maçons, sous le Second Empire. Se constitue d'ailleurs, par exemple, une alliance religieuse universelle, dans laquelle on va trouver à la fois des catholiques libéraux, des protestants libéraux, des juifs libéraux, puisque toutes les religions sont un peu, enfin les dogmatismes sont en crise. Donc ça c'est terrifiant. Mais en même temps des athées, des matérialistes, etc. Parce que portant un projet de religion universelle, de religion éclairée. Ce sont des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites. Ceux qui vont construire en grande partie, en tout cas l'école de la République, mais jouer un rôle déterminant dans la République, c'est le cas de Ferdinand Buisson, sont des gens qui sont venus à la République d'abord en étant des croyants, mais deuxièmement avec un projet spirituel, c'est-à-dire que la République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion, qu'ils vont appeler d'ailleurs, ça c'est un paradoxe incroyable, en tout cas une surprise, c'est un étonnement pour moi, jeune chercheur, la laïcité. C'est une religion de la liberté, c'est une religion des droits de l'homme, c'est une religion donc de l'humanité partagée, c'est une religion de l'instruction, c'est une religion du libre examen, c'est une religion un peu hétérodoxe en ce sens qu'elle s'appuie sur tout un courant qu'on trouve à la fois dans la Kabbale, dans l'illuminisme, avec l'idée que c'est dans le fond aux hommes de continuer la création divine, donc on a une responsabilité aussi historique. Donc ça c'est terrifiant, parce que ce sont des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites. Pas achevé, nous avons à la poursuivre, nous avons cette mission, et puis c'est comme je le dis, religion démocratique en ce sens que le divin, ou je ne sais pas comment dire, doit s'incarner dans tous les hommes, à égalité, pas de clergé, pas d'intercesseur entre Dieu et la conscience, pas non plus, si vous voulez, de théorie de la grâce, de l'élection,
refus du péché originel aussi, refus du péché originel aussi. Donc c'est quand même assez particulier, Mais c'est une religion dans le fond qui va être contre toutes les orthodoxies, d'une certaine façon contre tous les dogmes, Et c'est pour ça que d'ailleurs une des questions qui se pose à l'époque, c'est religion ou irreligion. Donc ça c'est terrifiant. L'édition dit c'est la même chose. Il y a un très grand livre de Jean-Marie Guillot qui s'appelle Les religions d'avenir, de savoir est-ce que cette irreligion elle-même n'est pas aussi une forme moderne de religion. Le message évangélique, le message de Jésus est beaucoup plus accompli par la révolution même socialiste, on va dire, radicale socialiste, républicaine, que par toutes les autres formes. Voilà. Que l'accomplissement final, c'est, disons, une religion qui est quand même très très éloignée, en tout cas, de l'orthodoxie catholique. Il dédivinise Jésus. C'est d'ailleurs lieu à polémique énorme. Mais cet homme-là nous a donné un type moral, comme Socrate par exemple. Mais voilà, il nous a donné indépassable. Tout homme peut devenir un Christ républicain. Et que ce que nous devons faire par la puissance publique, par l'organisation collective de la société, c'est permettre à chacun de réaliser ce type moral. Dans le fond, c'est aussi un but, on se dit souvent à quoi sert l'éducation, alors donc produire des citoyens, instruction civique, des gens capables de s'insérer dans la société, travail, etc. Là, ça rajoute une dimension. Nous avons à l'école, c'est pour ça qu'on a enseigné des morales laïques à l'époque, nous avons aussi à l'école à forger des gens qui... Et alors, elle ne dit pas son nom. Pourquoi ? Parce qu'elle est devenue, depuis une cinquantaine d'années, l'arme au service des intérêts d'une oligarchie financière qui, bien entendu, trouve son intérêt dans l'explosion des États, des frontières, pour pouvoir, en fait, conquérir le monde en et moral. Et les outils qu'on utilise, ils sont de deux ordres. Enfin, il y a des outils politiques avec une infiltration dans les institutions internationales, infiltration, je dirais, au sein du personnel politique des grands États. La franc-maçonnerie est luciférienne. Donc ça, c'est terrifiant, parce que ce sont des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites. La franc-maçonnerie a une influence. Les loges, en particulier au droit humain, mais ça arrive également au Grand Orient, ont un sujet de société par an. Ce sujet de société est débattu par les loges, donne lieu à une synthèse au niveau national. Et cette synthèse est transmise au gouvernement et au président de la République. Donc ces élus ont le point de vue de la maçonnerie. Et puis par ailleurs, et surtout, il y a ce qu'on appelle la fraternelle parlementaire. Donc ça, c'est terrifiant, parce que ce sont des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites. Quand vous avez 40 personnes qui, elles, chacune, dans leur cercle d'influence ou de connaissances, va pouvoir parler d'un thème à 20 ou 30 personnes, ça se multiplie. Alors ça, c'est un des moyens, je dirais, de dispersion de l'idéal maçonnique. Donc ça, c'est terrifiant, parce que ce sont des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites. La fraternelle parlementaire est composée de francs-maçons élus ou de la haute administration nationale. On estime, là encore, je ne l'invente pas, ce sont des chiffres officiels qui reposent sur des sources que je possède, on estime le nombre de membres de la fraternelle parlementaire à 400. Sur ces 400, il y a 250 à 300 élus, les autres étant hauts fonctionnaires. Donc nous avons 300 députés, sénateurs qui sont francs-maçons, c'est-à-dire à peu près un tiers du total des deux assemblées. Et je ne parle pas de ceux qui sont francs-maçons dans ces assemblées et qui n'appartiennent pas à la fraternelle. C'est un président de fraternelle parlementaire qui s'exprimait un jour, et j'ai cet article, en disant « Si je joue bien mon rôle de président, eh bien, les francs-maçons de droite comme de gauche, appartenant aux deux assemblées, voteront comme un seul homme. » Donc ça, c'est terrifiant. Sur les lois sociétales,
préciser. Parce que, ce qui explique par exemple, le vote, ce sont des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites. Fred Zeller, qui a été grand maître du Grand Orient, qui a été d'ailleurs le secrétaire de Trotsky, ce qui donne une idée du personnage, qui indique que les francs-maçons élus sont là, dans les deux assemblées, pour porter l'idéal maçonnique, avant tout. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc ça, c'est terrifiant. Est-ce que vous avez toujours une influence politique? Oui, certainement. L'influence de la maçonnerie est même peut-être plus importante encore, voyez-vous, que sous la Troisième ou la Quatrième République. Elle se place à un autre niveau, autre part. Où ça? Écoutez, il n'y a pas aujourd'hui d'associations, de groupements, de syndicats, dans lesquels les francs-maçons ne se trouvent et aux postes de responsabilité les plus éminents. Ce sont des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites. Mais si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Il y a également Pierre Simon, ancien grand maître de la Grande Loge de France, qui est à l'origine de l'avortement. En tout cas des lois sur l'avortement, et qui explique que toutes les lois, j'ai la citation en ma possession, que toutes les lois que nous avons en France sur ces sujets-là sont d'abord travaillées et mûries en loge. Le terme de mûrir, c'est lui qui l'emploie. On mûrit les lois en loge. J'ai personnellement, dans le deuxième livre que je viens de faire publier, donné la preuve qu'il y a eu une tentative de modification de la loi Leonetti dernièrement, dans laquelle on retrouve des termes identiques dans l'actuel code de la santé publique et dans les planches maçonniques, dans les courriers également que la Grande Loge féminine de France a envoyés au gouvernement. Donc ça n'est pas par hasard. Ces termes sont sédation profonde et sédation en phase terminale. Les maçons me font parfois le procès d'un anti-maçonnisme primaire, pas du tout. Moi, je ne veux pas de mal aux francs-maçons, au contraire. J'aimerais bien qu'ils voient la lumière du Christ. Mais force est de constater que les loges maçonniques sont à l'origine des lois françaises. Je ne suis pas certain que ce soit une preuve de démocratie. Donc ça, c'est terrifiant. Parce que ce sont des choses qui sont cachées. Vous avez dit que vous vous étiez rendu compte que vous serviez Lucifer. Oui, mais bien entendu. Bien entendu. La franc-maçonnerie... Ce sont des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites. Alors, il faut s'accorder sur ce que veut dire le terme luciférien. Il n'y a pas de messe noire en franc-maçonnerie, on n'égorge pas des enfants, il n'y a pas de rituel satanique avec des orgies. Pas que vous sachiez en tout cas. En tout cas, voilà. Effectivement, vous faites bien de préciser ce point. Je suis un témoin. Je ne suis pas un théologien, je ne suis pas un spécialiste des sciences des religions, je suis simplement un témoin. Quelqu'un qui a été touché par la grâce de l'Esprit Saint et qui est revenu à la foi après avoir été franc-maçon. Je ne suis rien d'autre que ça. Donc je ne fais que témoigner de ce que je connais, de ce que j'ai vu. Je n'ai pas vu donc de messe noire. Il y a par contre des auteurs qui n'hésitent pas, comme un auteur espagnol qui est une référence en la matière, qui s'appelle Ricardo de la Sierva, qui explique que tous les francs-maçons ne sont pas satanistes, loin de là, mais tous les satanistes sont francs-maçons. Et ça, c'est une réalité, cet auteur est reconnu. Le fondateur de l'église de Satan aux États-Unis, Crowley, était franc-maçon. Donc ça, c'est terrifiant, parce que ce sont des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites. J'ai lu également qu'Albert Pike était sataniste. C'est quand même lui qui dit que la religion maçonnique, vous voyez que ce n'est pas moi qui utilise le terme, la religion maçonnique est la religion luciférienne par excellence. Il dit même plus, il dit que Adonai et Lucifer sont Dieu, et malheureusement Adonai est Dieu également. Donc ça, c'est terrifiant, parce que ce sont des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites.
Donc, je n'invente pas lorsque je dis que la maçonnerie a un aspect luciférien. Mais cet aspect est beaucoup plus subtil. C'est quelque chose qui, comme je le disais, arrive très progressivement. Ou du moins, qui n'est découvert que progressivement, à condition qu'on veuille bien chercher. Donc ça, c'est terrifiant. Parce que, par exemple, le mot qui est utilisé, il y a un mot de passe et un mot sacré au grade de maître. Ces deux mots sont Tubal-Caïn et Moabon. Tubal-Caïn est le mot du maître. Tubal-Caïn est un descendant de Caïn. C'est le mot qu'on vous donne à l'oreille lorsqu'on vous relève de la mort figurée que vous venez de jouer, hein, c'est une sorte de psychodrame, lors de l'assassinat d'Hiram, le modèle des francs-maçons. Donc vous devenez vous-même un nouvel Hiram. On n'est pas dans la résurrection, là, on est dans une sorte de réincarnation. Et on vous dit ce mot à l'oreille, Tubal-Caïn. Vous êtes donc, par filiation spirituelle, un descendant de Caïn. Donc ça, c'est terrifiant. Et vous l'êtes d'autant plus que le deuxième mot est Moabon. Moabon en hébreu, en tout cas par son étymologie, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est en tout cas ce qui est dit par la franc-maçonnerie elle-même, signifie fils du père. Donc on vous donne deux mots qui permettent de se reconnaître entre maîtres, ou de faire valoir votre qualité de maître auprès des autres, Tubal-Caïn, Moabon. Vous êtes donc le fils spirituel du père Tubal-Caïn, lui-même descendant de Caïn. Vous êtes donc un descendant direct sur le plan spirituel de Caïn. Je pense qu'il y a de meilleures références. Alors, on pourra toujours dire que c'est mon interprétation personnelle, qu'elle est erronée. Mais un certain Jean-Baptiste Villermoz, qui a été le créateur du rite écossais rectifié, il y a de nombreux rites, on y viendra peut-être. Ce rite est un rite très important en franc-maçonnerie, il est très connu par les francs-maçons. Bien, Jean-Baptiste Villermoz a supprimé du grade de maître le mot de Tubal-Caïn au motif que c'est un mot satanique. Donc, ça n'est pas Serge Abad Gallardo qui le dit, c'est Jean-Baptiste Villermoz, créateur au XIXe siècle du rite écossais rectifié. Donc, beaucoup de francs-maçons, parmi ceux qui sont les plus haut gradés, savent très bien ce qu'il en est. Et ce sont tous les autres, la masse des francs-maçons, qui l'ignorent. Et on leur fait la même réponse que celle qu'on m'a faite. Lorsque j'ai entendu Tubal-Caïn, j'ai été voir celui qui était mon parrain, qui à l'époque était officier de la loge, en lui posant la question de la signification de Tubal-Caïn. Et il m'a répondu, ne t'inquiète pas, ça n'est rien, Tubal-Caïn était un forgeron. Il ne m'a rien dit sur la lignée caïnite. Donc ça, c'est terrifiant, parce que c'est là où est le danger en franc-maçonnerie. Tout ce qui n'est pas écrit est important en franc-maçonnerie. Sur cet équerre, emblème de la conscience, de la rectitude et du droit, sur ce livre de la Constitution qui sera désormais ma loi, je m'engage à garder inviolablement le secret maçonnique, à ne jamais rien dire ni écrire sur ce que j'aurais pu voir ou entendre, pouvant intéresser l'ordre, à moins que j'en ai reçu l'autorisation. Tout ça se situe entre les lignes et nécessite une étude approfondie. Si je dis aujourd'hui aux francs-maçons, et je le dis dans mes conférences, faites attention, Tubal-Caïn, réfléchissez, ça a une signification symbolique profonde et ça doit être étudié. Bien peu bien peu confondre le symbolique et le théorique. Or, le symbolisme n'est pas de la théorie. Le symbolisme est une manière opérationnelle d'intervenir dans l'esprit humain. Il y a surtout deux outils qui, à mon avis, sont essentiels. Le contrôle de l'information. L'humanité, eh bien bravo, il y a un pouvoir, eh bien usons-le. Comme celui-là. Le concept même de liberté va devenir de plus en plus perverti. Et c'est ça qui est fascinant dans cette de plus en plus perverti. Et c'est ça qui est fascinant, plus perverti. Et c'est ça qui est fascinant dans cette évolution. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est le plus terrible. C'est qu'elle va récupérer tous les concepts, y compris celui de liberté. Je dirais même y compris les idées d'Illich dont vous parliez tout à l'heure. Parce que qu'est-ce que c'est cette société de machines qui nous apprend à nous surveiller nous-mêmes? C'est une société qui dit, soyez libres, débarrassez-vous du médecin, soignez-vous vous-même, sortez de l'hôpital, ce que dit Illich. Et autrement dit, elle va, sous prétexte de liberté, sous prétexte d'autonomie, créer les conditions de l'aliénation la plus formidable, qui est en quelque sorte l'aliénation par soi-même, volontaire, à une norme imposée de l'extérieur, On nous dira, il ne faut pas fumer, pas conduire, pas boire, mais aussi pas avoir tel gène dans sa structure héréditaire.
pas avoir tel gène dans sa structure héréditaire, pas avoir tel gène dans sa structure héréditaire. Si vous l'avez, vous êtes extérieur à la norme, faites tout ce que vous pouvez pour vous en débarrasser. Et vous êtes extérieur à la norme, faites tout ce que vous pouvez pour vous en débarrasser. Et autrement dit, on fera que ce qui est la forme absolue de la dictature. Autrement dit, on fera que ce qui est la forme absolue de la dictature, que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie d'être conforme à la norme. Que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. Chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. Que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. Et ce qui est la forme absolue de la dictature, puisqu'on fera que chacun d'entre nous aura envie d'imiter un modèle, une copie, une sorte d'idéal standardisé qu'on nous imposera de l'extérieur. Idéal standardisé qu'on nous imposera de l'extérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est à travers la médecine, à travers le bien et le mal, à travers le rapport à la mort, que cette nouvelle forme. Alors, vous expliquez que l'économie n'est pas encore assez mondialisée au sein pour... Éveillés et conscients. Grâce à eux, nous avons appris à connaître les détenteurs du vrai pouvoir et leur but inavoué. Comment expliquer cette folie finalement qui s'est emparée des personnages les plus haut placés de l'État pour chercher à anéantir un peuple? L'idéologie. Si le franc-maçon et la franc-maçonnerie fait force de ces réseaux pour faire progresser l'humanité, eh bien bravo, il y a un pouvoir, eh bien usons-le. Nous ou les autres. Et ils sont tellement convaincus, c'est toute la pensée de Rousseau, si le peuple pense mal, il faut changer le peuple. Donc ils ont essayé de changer le peuple. Il n'y a que deux solutions pour changer un peuple. Soit on le régénère, soit on l'extermine. Et ils ont essayé de le régénérer dans sa globalité. Le tollé a été tel, la résistance a été telle, que très tôt, ils décident de l'extermination. Mais vous savez, ce n'est pas une spécificité de la Révolution française. Vous avez un certain nombre d'autres régimes de même nature qui ont œuvré dans le même sens. Tous les systèmes qui privilégient un système sur l'autre de manière totalitaire, globale, systématique, entraînent les mêmes conséquences. L'élimination de l'autre, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce qu'il est. On va éliminer le clergé parce que c'est le clergé. On va éliminer le noble parce que c'est un noble. Il y a l'histoire officielle et puis la véritable histoire en France, sur beaucoup de sujets. Nous avons découvert l'existence des Illuminati et leurs sombres desseins. Il y a 222 ans, ces massacres, ce génocide organisé, planifié par l'État n'a jamais été reconnu. La France se tait, le silence est assourdissant. Les chefs d'État se succèdent aux affaires de la France, le génocide est nié, en dépit des preuves irréfutables. Pas un mot dans les manuels scolaires de l'extermination de cette partie du peuple de France, pas un mot, c'est à peine croyable. Ils nous ont enseigné les mécanismes mortifères de la création monétaire. Ils nous ont montré comment ces félons se sont appropriés au cours des siècles le crédit des nations, avec la bénédiction de la classe dirigeante inféodée et l'appui des médias de masse qu'ils contrôlent dans l'ombre. Comment leurs agents se sont infiltrés aux postes clés des gouvernements et des institutions internationales, leur permettant de s'approprier chaque jour plus de richesses, plus de pouvoir. Comment une petite élite composée de quelques familles oligarchiques très puissantes et déjà très riches a pu bâtir au fil des générations des fortunes encore plus colossales qui dépassent l'entendement. Comment, grâce au contrôle de la création monétaire et à l'usure, ces familles ont réussi à imposer leur dictature financière au reste du monde, asservissant les peuples par la dette à leur seul profit. Comment les cartels bancaires associés au complexe militaro-industriel manipulent l'opinion au travers des gouvernements et des institutions internationales qu'ils mettent en place via leurs sociétés secrètes et leurs puissants groupes de réflexion et d'influence. Vous avez tous lu l'histoire des Néphilim, de ces créatures déchues qui ont été attirées par les filles de Adam, les filles donc adamiques, et qui sont descendues sur terre pour se marier avec elles, ou plutôt
plutôt pour les prendre de force, parce que c'est des créatures extrêmement puissantes. Et de cette union pas tout à fait naturelle sont nés, les Han-Shechem sont nés des gens très très puissants, qui sont devenus d'une certaine manière les dirigeants du monde, et ceux qui vont être les dirigeants qui vont amener la génération du déluge, comme c'est clairement, absolument clairement dit dans la Torah. On ne vit que dans des fantasmes d'illusions optiques et d'illusions sensorielles. Et donc, évidemment que c'est quoi les anges? Je ne vais pas parler des anges comme on pourrait en parler à la synagogue ou à l'église. C'est pas de ça que je parle. Les anges sont tout simplement des énergies, des forces, des créatures qui existent, qui pensent, qui réfléchissent, qui ressentent, mais qui n'existent pas dans les mêmes dimensions corporelles que nous connaissons dans ce monde, tout simplement. Ce ne sont pas des humains. Simplement qu'en descendant dans ce monde, ils ont été obligés de se vêtir de l'habit qui permet à une énergie de vivre dans ce monde. Si ces anges déçus ont été déchus, et déchus, vous allez voir, ont été descendus dans ce monde pour y rester, malheureusement jusqu'à aujourd'hui, il fallait donc bien qu'ils reçoivent des appareils, des machines qui leur permettent de vivre dans un monde qui n'est pas le leur selon leur nature première. Et c'est la raison pour laquelle on les a revêtus d'un corps qui fait que quand on les rencontre dans la rue, on a l'impression que... Ça, vous allez me dire, je suis très influencé par le film Matrix. Mais oui, Matrix a été fait par deux juifs qui avaient étudié pas mal de notions un petit peu secrètes avant de faire leur film. Eux-mêmes l'ont avoué après. Mais bon, c'est vrai que ça fait très Matrix ce que je dis, mais c'est pas parce que Matrix est un film que ce que je dis est faux. Et donc, Bekitsur, une fois qu'ils sont devenus, ils sont descendus sur Terre et qu'ils avaient un habit comme vous et moi, on pourrait leur dire bonjour, ils prenaient un café, une bière comme vous, ils vous tapaient sur l'épaule mais on va voir qu'on peut quand même les reconnaître. Si je vous dis que j'ai traversé le temps avec mon produit, la pierre philosophale, si vous voulez, appelons-la comme ça, ou la poudre de projection, ou cette antimatière, c'est de l'esprit de la matière. L'esprit de la matière est une antimatière, est un élément, au même titre que cette caméra est un élément pour me garder, pour vous garder dans le temps, pour garder un souvenir. Aujourd'hui, dans un monde où la science nous a prouvé que 99,9% de la réalité qui nous entoure, ce sont des énergies, ce sont des forces, ce sont des ondes, ce sont des milliards de choses qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas ressentir, et que la matière que l'on croyait la seule unique existence n'est qu'un fantasme, car la seule chose qui existe ce sont des énergies, et c'est une impression optique et une erreur, on pourrait dire sensuelle, de croire que la nature est pleine, parce qu'en vérité rien n'est plein dans ce monde. Ce sont des énergies qui se déplacent à une rapidité extraordinairement vite, qui fait qu'à chaque fois que je touche du plein, vous comprenez, mais en vérité c'est que du vide. C'est l'exemple très connu d'un fil avec une bille au bout. Quand vous le faites tourner très très vite, vous avez l'impression que le cercle est fermé, et à chaque fois que vous mettez votre doigt, vous tombez sur la bille si elle va très très vite. Attendez, arrêtez-vous. Jetez un coup d'œil. Approchez-vous, hein, ça mord pas. Votre attention, s'il vous plaît. Éléphant 7 pour Andromeda, paré à la télétransportation. Montez sur la plateforme. C'est là qu'ils viennent. Veuillez patienter quelques instants, le temps pour nos ordinateurs de vérifier votre trajectoire. Merci. On se croirait en pleine science-fiction. J'ignore comment ils arrivent à réaliser une telle chose. Pour moi, c'est de l'antigravitationnel moléculaire. Enfin, c'est quelque chose dans le genre. C'est génial comme transport, non? Il y a des moments, on se croirait dans un énorme aéroport. As you can see, the recent events in this country. Friendship of the French people, and for the work we did together when I was President of the United States. I'm not planning to get involved in many elections now that I don't have to run for office again. But the French election is very important to the future of France and the values that we care so much about. Because the success of France matters to the entire world. I have admired the campaign that Emmanuel Macron has run. He has stood up for liberal values. He put forward a vision for the important role that France plays in Europe and around the world. And he is committed to a better future for the French people. He appeals to people's hopes and not their fears.
And I enjoyed speaking to Emmanuel recently to hear about his independent movement and his vision for the future of France. I know that you face many challenges, and I want all of my friends in France to know how much I am rooting for your success. Because of how important this election is, I also want you to know that I am supporting Emmanuel Macron to lead you forward. En marche. Toutes nos impulsions ne sont plus sous notre contrôle. Nous sommes maintenus artificiellement dans un état de conscience proche du sommeil et... Ah, bon sang de bois, là, ils peuvent pas émettre des émissions correctement, non? Le mouvement a été formé il y a 8 mois environ par un petit groupe de chercheurs scientifiques qui ont découvert par hasard que ces signaux étaient transmis. Toutes ces foutaises, ça me fout mal au crâne. Tu l'as dit. Le pire, c'est qu'ils pensent qu'on gobe tout ce qu'ils racontent. La classe des malheureux, des défavorisés ne cesse de grossir. La justice est raciale et les gouvernements de ce monde piétinent les droits de l'homme. Ils ont créé une société basée sur la répression et nous sommes complices sans le vouloir de leurs méfaits. Leur règne repose uniquement sur la destruction de la conscience. Nous avons été endormis comme hypnotisés. Ils ont fait en sorte que nous devenions indifférents aux autres. Nous ne sommes plus bons qu'à nous focaliser sur nous-mêmes. Nous! Par pitié, comprenez qu'ils sont en sécurité tant qu'ils ne seront pas découverts. Les 3 premières règles de leur plan de survie sont nous maintenir dans une torpeur et nous maintenir dans notre égocentrisme. Le temps qui nous était imparti. Donc de piété, espèce de dégénéré. Le fait de le juger, de lui donner un avocat, de lui permettre de s'exprimer, c'est l'erreur fondamentale de l'humanité qui croit qu'elle a affaire à des humains, qui méritent d'être traités comme des humains. Toutes nos impulsions ne sont plus sous notre contrôle. Nous sommes maintenus artificiellement dans un état de conscience proche du sommeil et... Ah, bon sang de bois, là, ils peuvent pas émettre des émissions correctement, non? Le mouvement a été formé il y a 8 mois environ par un petit groupe de chercheurs scientifiques qui ont découvert par hasard que ces signaux étaient transmis. Ces foutaises, ça me fout mal au crâne. Tu l'as dit.
Le pire, c'est qu'ils pensent qu'on gobe tout ce qu'ils racontent. La classe des malheureux, des défavorisés ne cesse de grossir. La justice est raciale et les gouvernements de ce monde piétinent les droits de l'homme. Ils ont créé une société basée sur la répression. Et nous sommes complices sans le vouloir de leurs méfaits. Leur règne repose uniquement sur la destruction de la conscience. Nous avons été endormis comme hypnotisés. Ils ont fait en sorte que nous devenions indifférents aux autres. Nous ne sommes plus bons qu'à nous focaliser sur nous-mêmes. Nous! Par pitié, comprenez qu'ils sont en sécurité tant qu'ils ne seront pas découverts. Les 3 premières règles de leur plan de survie sont nous maintenir dans une torpeur et nous maintenir dans notre égocentrisme. Le temps qui nous était imparti. Alors que tu étais, espèce de dégénéré. Le fait de le juger, de lui donner un avocat, de lui permettre de s'exprimer, c'est l'erreur fondamentale de l'humanité qui croit qu'elle a affaire à des humains, qui méritent d'être traités comme des humains. La personalità psicopatica è caratterizzata da tantissimi items, diciamo così, punti di riferimento. Per esempio, un fascino superficiale, la capacità di attrazione, poi facilmente anche come messa in discussione nel momento della contraddizione. Vediamo le crisi isteriche di Macron nel momento in cui, come posso dire, l'ammirazione che ha di fronte viene meno e quindi mette in difficoltà il suo falso sé, la sua scadente identità. È caratterizzato per esempio da una grande teatralità, peraltro coincidente con l'insegnamento che lui ha avuto dalla sua, diciamo, seduttrice, che era anche una insegnante di tecnica teatrale. Elle est récurrente, elle est connue, elle est traditionnelle, elle est parfaitement légitime que vous me posez de savoir si je serai candidat pour un second mandat. La réponse est généralement traditionnelle, convenue. Eh bien, je vais vous dire, si c'était mon obsession, je chercherais à faire ce que disait tout à l'heure très justement votre collègue, c'est-à-dire avoir une stratégie pour améliorer mon chiffre ou le retrouver, comme disait un de mes augustes prédécesseurs, lointains, essayer d'y arriver. Au moment où je vous parle, je pense que ce serait le meilleur moyen d'échouer. Je me fiche de la prochaine élection. Je veux réussir furieusement, passionnément ce mandat. Je veux le réussir. Et pour le réussir, je dois assumer, sans doute, de prendre d'autres décisions qui seront impopulaires. Lo psicopatico in sé è inaffidabile, però con il fascino superficiale riesce a superare, anche a trarre in inganno l'interlocutore. Quindi qual è il problema? La domanda, se un giudice dovesse chiedermi, come in ogni perizia psichiatrica, cosa ne penso sulla pericolosità di queste persone, a dire che non ci sono dubbi. Emmanuel Macron, come tutti gli psicopatici, sono altamente pericolosi. Un intenditore, una persona, un intellettuale che si è occupato anche di questo diciamo così, disturbo ben integrato, è anche considerato notevolmente considerato nella nostra società, ha detto testualmente: i serial killer rovinano le famiglie, mentre gli psicopatici ai vertici dell'economia e della politica rovinano intere società. Perché è pericoloso Macron? Macron è pericoloso perché, come tutti gli psicopatici,
ha una grandissima idea di sé. Macron non ama la Francia e non lotta per il popolo francese. Macron ama se stesso enormemente, ama enormemente se stesso e lui combatte per mantenere la sua fragile identità. Come dire, la conflittualità nei confronti di Marine Le Pen non è una conflittualità di tipo, solo almeno per lui, di tipo politico, ma lui non può accettare che una donna, che la Marianne, che è la rappresentante della Francia, sia in antagonismo con lui. Lui ha bisogno, come attualmente, di una madre accudente. Tutto il resto per lui diventa difficile, difficilissimo da sostenere. Quindi è pericolosissimo con una grandissima fragilità. Soltanto in questo modo, cioè accettando quantomeno questo tipo di interlocuzione con Macron, si può avere l'idea della sua pericolosità. Una persona che potrebbe essere, come tutti gli psicopatici, che lavorano solo per se stessi e che considerano gli altri strumenti della propria grandezza, solo in questo caso, valutando bene in questo caso, ci si può rendere conto di come in pericolo sia in questo momento un paese come la Francia di fronte a un candidato presidenziale di questo genere. Tu foutais, ça me fout mal au crâne. Tu l'as dit. Le pire, c'est qu'ils pensent qu'on gobe tout ce qu'ils racontent. Leur règne repose uniquement sur la destruction de la conscience. Nous avons été endormis comme hypnotisés. Ils ont fait en sorte que nous devenions indifférents aux autres. Nous ne sommes plus bons qu'à nous focaliser sur nous-mêmes. Nous, par pitié, comprenez qu'ils sont en sécurité tant qu'ils ne seront pas découverts. Les 3 premières règles de leur plan de survie sont nous maintenir dans une torpeur et nous maintenir dans notre égocentrisme. Le temps qui nous était imparti. Alors que tu étais, espèce de dégénéré. Le fait de le juger, de lui donner un avocat, de lui permettre de s'exprimer, c'est l'erreur fondamentale de l'humanité qui croit qu'elle a affaire à des humains, qui méritent d'être traités comme des humains. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Comment ces assassins respectables font les lois, achètent les gouvernements, manipulent les contraires, planifient et financent les guerres, contrôlent les médias, mettent en place le chaos et dominent le monde. Comment ces âmes très puissantes tiennent cette planète entre leurs griffes, au nom de Lucifer, leur dieu et maître. Ces opposants avisés font un travail d'information utile et courageux. Ils luttent activement pour éclairer leurs semblables au sujet de l'avènement inéluctable et programmé sur cette terre, d'un monde unipolaire, dominé par un gouvernement mondial entre les mains d'une petite élite assoiffée de pouvoir, de larmes et de sang. Nous nous associons à leur combat contre l'ignorance et les ténèbres. Nous dénonçons avec eux l'asservissement du plus grand nombre par le plus petit nombre, la soumission des peuples de ce monde par une classe de rentiers apatrides sans scrupules. La France n'a jamais exterminé un peuple. La France n'a pas inventé la solution finale. Cependant, nous ne partageons pas leurs convictions, ni leur espoir, qui consiste à opposer un Dieu à un autre Dieu. Leur vrai Dieu, bon et gentil, contre un faux Dieu, méchant et satanique. Ils appartiennent les uns et les autres au même monde. Ils font partie du même système de croyances, chacun défendant son Dieu contre celui de l'adversaire. Tous se réclament d'un dogme au service de leur dépendance à un Père céleste rédempteur, qu'il soit de lumière ou de ténèbres. Plutôt que de se prendre en charge, ils attendent d'être sauvés,
Aucun ne s'est affranchi de ses croyances. Ils confondent spiritualité et religion. Ils se réclament avant tout de leur propre Église. Ils restent enchaînés aux valeurs de leur confession, qu'ils placent au-dessus de toutes les autres. Seul leur bon Messie, véritable Dieu parmi les dieux, sauveur des hommes et des nations, aura raison de Lucifer et de ses émissaires, qui œuvrent dans l'ombre pour l'avènement du nouvel ordre mondial. En réalité, il nous semble que ce monde ne sera jamais dirigé par les esprits les plus justes et les plus éclairés. Ceux-là, une fois qu'ils ont pris conscience d'eux-mêmes et de la raison de leur présence ici-bas, comprennent que le salut est ailleurs. À mesure que les temps avancent et se répètent, les esprits les plus libres, détachés de toute religion, se font de plus en plus rares. Ne restent que les âmes accrochées à leurs chaînes, comme les arapèdes à leurs rochers. Il faut sans doute avoir parcouru plusieurs existences pour le savoir. Ce monde appartient aux âmes, plus particulièrement aux âmes des ténèbres, qui agissent au travers une poignée de familles oligarchiques sans scrupules. Leur pouvoir est considérable. Elles tirent leur puissance de l'argent et de l'ignorance des peuples, à qui elles l'ont extorqué par la ruse et la félonie, avec la bénédiction des gouvernements à la solde. Ces âmes se combattent entre elles pour le pouvoir et le contrôle des peuples, dans un monde dominé par le mensonge. La plupart choisissent délibérément de rester aveugles et ignorants, c'est bien plus confortable, à croire que la lumière est plus terrifiante que les ténèbres. Elle nous oblige à être nous-mêmes. C'est le propre de ce temps, la loi de cet âge. C'est le lieu de l'éternel recommencement. C'est pourquoi il ne faut pas s'y attarder. Comprendre ce qu'on fait là et partir. Comprendre le jeu et sortir de la matrice pour ne plus y revenir. Voilà ce qui importe. Ce monde, quel que soit le régime en place, est une catastrophe. C'est un monde de dupes, un monde de cons,